Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Europe Hebdo, LCP Public Sénat. Pour cette nouvelle édition, nous sommes installés au cœur du Parlement européen, à Strasbourg. À l'approche des fêtes, on a choisi de s'intéresser aux jouets. Ils sont testés, leur conformité et leur sécurité vérifiées avant d'être mis sur le marché. Reportage au port du Havre avec les douaniers qui réceptionnent beaucoup de marchandises venues notamment de Chine, dont des jouets qui ne sont pas aux normes. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord l'actualité. La diplomatie européenne s'active pour tenter de régler la crise ukrainienne, pour parler d'une seule voix au Proche-Orient. Mais au fait, la voix de l'Europe est-elle entendue? C'est la question de la semaine. On se retrouve juste après avec un invité pour en parler. Elle est italienne, lui polonais. Federica Mogherini, Donald Tusk, le nouveau tandem à la tête de l'Europe. Elle a été ministre des Affaires étrangères de Matteo Renzi, lui ancien Premier ministre conservateur. Elle dirige la diplomatie du continent, il préside le Conseil de l'Union européenne. Désigné il y a 4 mois, le duo a été beaucoup moqué. La première pour son manque d'expérience, le second pour son niveau d'anglais trop faible. Peu connu, pas assez chevronné selon leurs détracteurs. Et pourtant, les dossiers à haut risque se succèdent pour celle qui a remplacé la Britannique Catherine Ashton. Son implication dans la crise ukrainienne lui vaut les félicitations de ses partenaires. Sous son égide, l'Union a sanctionné la Russie, accusée de soutenir les rebelles dans l'est du pays. Engagée aussi au Proche-Orient pour son premier voyage officiel, elle s'est rendue en Israël et dans les territoires où elle a plaidé pour la reconnaissance d'un État palestinien. Des missions sensibles pour lui aussi. La réforme de l'Union européenne, alors que Londres menace de quitter la maison commune si l'Europe ne change pas ses règles. Le dossier énergétique, véritable casse-tête pour les Européens, très dépendants du gaz russe. Le nouveau président du Conseil plaide pour une Union européenne de l'énergie. Simple déclaration d'intention ou premier acte politique d'une diplomatie qui reste à inventer? L'Italienne Mogherini et le Polonais Tusk ont-ils vraiment les moyens de faire entendre la voix de l'Europe sur un continent qui préfère les petits pas aux changements radicaux? Notre invité cette semaine est Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Député européen élu en mai dernier. Vous êtes membre de la Commission des Transports et du Tourisme et ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous êtes aussi vice-président ici au Parlement européen de la délégation à l'Assemblée parlementaire ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. D'un mot? J'étais ancien président de l'Institut du monde arabe, le bassin méditerranéen est essentiel, le continent africain est essentiel, les migrations vers l'Europe du Nord sont à suivre de très près et donc je pense que le développement passe par le développement africain. Je pense que dans ce développement, l'Union européenne a un rôle très important à jouer. On va en parler, mais d'abord peut-être un petit bilan de l'action diplomatique de l'Europe. Est-ce que pour vous, le nouveau tandem à la tête de l'Union européenne dont on a parlé, Federica Mogherini et Donald Tusk, est-ce qu'ils font mieux que leurs prédécesseurs? Ce qui est clair en tout cas, c'est que l'élection de M. Juncker a recadré les commissaires. Ces commissaires, dont ceux qui s'occupent de la diplomatie, ont en charge, sur une ligne très fixe, la position de l'Europe dans les difficultés que l'on peut rencontrer. Ils ont abordé avec beaucoup de succès, je pense, la crise ukrainienne. Et les Européens se sont retrouvés, non sans certaines difficultés par rapport au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire par rapport au chef d'État. Le Parlement européen, la Commission, et donc l'Europe, s'est exprimé de façon claire, cohérente et unie. Donc je crois que c'était, en tout cas sur cette opération-là, très efficace. Donc c'est un bon début, parce que c'était une crise intense. D'abord parce que c'est une crise humaine, il y a un bagarre entre le bloc de l'Est et l'Ouest. Il y a des restes de l'ancien empire soviétique avec des conséquences importantes. Et les sanctions qui ont été amenées aujourd'hui contre la Russie se doivent d'être entretenues, mais on voit aussi que ça a des conséquences sur le pétrole et les crises occidentales et les sanctions occidentales. La Russie doit recadrer son discours. Et vous pensez que c'est une bonne chose de sanctionner la Russie, qui est quand même, vous le dites, un partenaire essentiel pour l'Europe? Je pense que c'est un partenaire essentiel, mais ce n'est pas parce que c'est un partenaire essentiel qu'il ne faut pas tolérer ce qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire démembrer un pays.
Et vous pensez que c'est efficace? Effectivement, on voit que le rouble est en train de s'effondrer. Vous pensez que c'est aussi la conséquence des sanctions européennes? Oui, je pense que c'est un mélange des deux. C'est l'Occident et c'est le pétrole, c'est un mélange des deux avec la volonté de M. Poutine de ne pas composer. Oui. Je pense pour autant qu'on ne doit en aucun cas affaiblir trop la Russie, qui est un partenaire essentiel pour la suite. Et aussi, notamment, un partenaire, parce qu'on est dépendant du gaz russe. Comment on est dépendant du gaz russe, on est dépendant aussi sur le plan de la diplomatie, puisque c'était le sens du sujet par rapport aux influences sur les Iraniens, sur la Syrie, et que compte tenu de notre environnement compliqué, que ce soit sur le nord de l'Europe à leurs frontières avec la Russie, ou le sud de l'Europe à nos frontières avec la Syrie, la Turquie, Israël, on se rend bien compte qu'on a aussi besoin là d'une vaste discussion avec les Russes et ne pas trop les éloigner. Alors, vous parlez d'Israël. En ce moment, les relations entre l'Union européenne, en tout cas certains pays de l'Union, avec Israël ne sont pas forcément au beau fixe, parce qu'il y a un mouvement de reconnaissance d'un État palestinien, une volonté de reconnaître l'État palestinien dans beaucoup de pays. D'ailleurs, quand j'étais aux affaires étrangères ou même la France, c'est toujours positionné en disant il faut reconnaître un pays. Mais je pense qu'en ce moment, la manière dont c'est fait, est-ce que les choses peuvent évoluer en Europe sur ce dossier? C'est une énorme erreur de le faire comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le débat. Ah, c'est pas le débat. Et est-ce que c'est le moment? C'est ni le débat ni le moment. Vous pensez que c'est une erreur? Je pense que c'est une grosse erreur, oui. Je pense que c'est une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, on a Israël qui est un pays vraiment démocratique, qui se retrouve à un carrefour de tensions occidentales, des tensions religieuses, de tensions territoriales qui sont d'une extrême violence. On voit qu'il y a un danger sur le Liban, un danger sur la Syrie, un danger sur la Jordanie, un danger important sur l'Égypte, et qu'il ne faut en aucun cas affaiblir Israël. Pour autant, il faut bien être clair sur la nécessité d'avancer sur deux États. Mais quand on dit qu'on veut deux États, mais pas comme ça, vous dites que c'est pas la bonne méthode. Sur quel territoire, sur quel périmètre, avec quel mode de gouvernance, peut-on reconnaître un pays sans que pour autant les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël? Il y a quand même un certain nombre de préalables qui ne sont pas aujourd'hui en place. Pour vous, ces votes qui ont lieu dans plusieurs pays pour reconnaître un État palestinien sont attisent le feu? Politique. C'est votre politique. C'est une faute politique. C'est une faute politique. C'est une faute politique. Affaiblir Israël, donner un message à la Palestine qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et qui ne reconnaît en aucun cas tous les massacres qui ont eu lieu dans les pays voisins sous un prétexte religieux qui met en danger l'islam est une faute politique majeure. C'est aussi valable pour la France? C'est valable pour la France. D'ailleurs, ce qui est très surprenant en France, c'est que normalement, ce n'est pas au Parlement de dicter la politique étrangère de la France. C'est au président de la République et au Parlement d'être unanime derrière lui. Il est très surprenant de ne pas avoir entendu le président de la République s'exprimer sur la reconnaissance de l'État d'Israël. Ni d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui lui n'a pas participé au débat. C'est quand même pas rien, excusez-moi du peu. Le président de la République et le ministre des Affaires étrangères de la France ne s'expriment pas et ne participent pas au débat à l'Assemblée nationale. C'est une faute de rayonnement de notre pays majeur. Vous dites que c'est une faute politique. Alors vous parlez du président de la République. Il a tenu cette semaine un discours d'inauguration du musée de l'immigration. C'est un autre dossier urgent pour l'Europe, l'immigration. Je vous propose d'écouter ce que dit François Hollande, notamment sur les accords de Schengen. Écoutez. Faire éclater Schengen? Faire disparaître Schengen? Mais ça serait reculer, ça serait aboutir à rétablir des frontières, pays par pays. Alors la France sera à l'initiative dans les mois qui viennent, non pas pour défaire Schengen, mais pour mieux assurer la sécurité à l'intérieur et le contrôle à l'extérieur, et pour mieux répartir les charges qui pèsent sur les États membres. Alors ces accords de Schengen qui autorisent donc la libre circulation au sein de l'espace commun, est-ce qu'il faut les revoir pour vous? Bien sûr. Alors je pense que c'est une réponse par rapport au Front National qui dit qu'il faut sortir de Schengen. Je dirais simplement à nos concitoyens que ce qui se passe à Lampedusa, ils vont l'avoir 26 000. Et si c'est ça la démarche, c'est encore une énorme erreur politique de ceux qui n'aiment pas l'Europe. Et Menton pour la France en fait. Oui c'est ça, c'est-à-dire devant nos frontières. Au lieu de l'avoir aux frontières de l'Europe, on va les avoir devant notre porte, ce qui est quand même un peu plus compliqué. Mais aussi, il faut ne pas être des bisounours, quoi. Schengen, il faut passer à Schengen 2.
On voit bien que dans l'ensemble des pays européens, par exemple, quand il dit il faut des moyens supplémentaires, oui, mais qui les donne? Sur Frontex. Alors, il n'y en a pas. Sur Frontex, qui fait justement la surveillance à nos frontières et qui donne des moyens, ne laissons pas les Européens seuls avec des moyens limités ou les Italiens seuls, sans leur donner des moyens supplémentaires. Oui, allons jusqu'au bout de son raisonnement. Donnons des moyens Frontex pour protéger nos frontières européennes. Allons aider ceux qui sont aux frontières de l'Europe et s'ils sont défaillants, faisons derrière. Mais Schengen 2 est indispensable. On voit bien qu'il y a une montée... Mais quand vous dites Schengen 2, ça veut dire vous mettez quoi dedans? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? C'est revoir Schengen et améliorer Schengen. C'est-à-dire Schengen est une très bonne avancée, mais Schengen a des carences. Et donc le Schengen 2 pourrait s'articuler de la façon suivante. Meilleur contrôle à l'intérieur de ceux qui sont dans... La libre circulation, c'est pour les Européens, c'est pas pour les étrangers. Par exemple, harmonisation des autorisations dans les différents pays. Quand vous régularisez en Italie, en Angleterre, en France, un certain nombre d'étrangers, parce qu'il y a une pression migratoire très importante. Quand ils le régularisent, quelles sont les conséquences pour les pays voisins? Attention, tout ça doit être traité, mais vite. Et c'est une des politiques de M. Juncker. Alors, c'est une des politiques, mais il y a une peur, l'immigration fait peur en ce moment, et ça fait, les partis d'extrême droite en Europe jouent sur cette peur, capitalisent sur cette peur. Mais je vais vous donner un exemple très concret. La Cour européenne de justice a dit que les cotisations sociales dans le cadre du tourisme social, les pays membres de l'Union européenne n'avaient pas à les payer. Donc ça revient non pas à l'Europe de faciliter la tâche, c'est l'Europe qui dit aux pays responsables, si vous ne voulez pas accepter le tourisme social chez vous, c'est une législation française. Et donc, donc vous êtes pour un durcissement de la législation? Vous dites que c'est trop laxiste? Je suis pour du bon sens en fait. À ceux qui sont en situation irrégulière, qui souffrent chez eux, qui sont malheureux chez eux et qui viennent chez nous. C'est normal qu'ils viennent chez nous, qu'ils sont en train de se faire massacrer chez eux. Oui, sauf qu'on passe de 50 000 dans notre propre pays à 250 000. On ne peut pas, c'est pas possible. Comment faire pour parler avec certains pays tiers, notamment la Libye? Parce que depuis les événements récents en Libye, alors comment fait-on? Quelle arme l'Europe a? Mais je pense qu'il faut traiter le continent africain dans sa globalité. Parce que ne croyez pas que la Libye, vous ne croyez pas que la Libye ne soit pas sous la pression des peuples du Sud qui montent. Vous pensez qu'on a vraiment les moyens, que les Européens ont les moyens de se faire entendre? Bien sûr que les moyens de se faire entendre. Vous avez des politiques internes à l'Europe qui donnent une liberté et autonomie aux pays membres, et ces pays membres se doivent d'appliquer du bon sens et qui soit un bon sens de traitement social, mais pas d'attraction, d'attractivité pour des gens qui ne parlent pas votre langue, qui n'ont jamais cotisé, qui se retrouvent avec une cotisation, avec la RSA, le RMI et toute la prise en charge possible. Ça, c'est pas acceptable pour les peuples européens. C'est impossible de faire ça. Pour autant, il faut aussi traiter le problème à l'extérieur et aller à l'extérieur les aider. Donc le dialogue avec les pays tiers. Indispensable. D'ailleurs, je suis dans la commission de développement parce que je sais très bien que le bassin méditerranéen est un lieu de passage énorme et on ne peut pas. Vous savez, nous avons eu le pape qui est venu nous voir la semaine dernière, qui est venu s'exprimer devant le Parlement, qui a bien expliqué que nous avions, nous les parlementaires, nous les représentants de ces 500 millions d'habitants, un rôle très important par rapport à ce continent. Et on ne peut pas accepter que la Méditerranée soit un cimetière, bien entendu. Pour autant, c'est pas un lieu de passage et une autoroute de passage. J'ai compris. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été notre invité. Place maintenant au reportage d'Europe Hebdo. Les jouets de Noël, notamment, sont-ils sûrs? Eh bien, c'est notre question cette semaine. Alors, ces jouets sont testés, évalués avant d'arriver en magasin. Pour autant, certains ne sont pas conformes, arrivent à passer à travers les mailles du filet. Regardez ce reportage réalisé notamment avec les douanes au port du Havre. Il est signé Elsa Mondingava. À l'approche de Noël, pour tous les parents, c'est le même casse-tête, l'achat des jouets. Alors comment faire son choix entre les milliers de modèles disponibles? Personnellement, l'argument premier, c'est le prix, forcément. Donc, je veille à ce que le cadeau puisse rentrer dans le budget défini. Je regarde ce que ma fille me demande. Principalement, c'est généralement ce qu'elle me demande. Envie des enfants, prix. Le critère sécurité ne vient qu'après, car les parents sont rassurés par la bonne réputation de cette chaîne de magasins. Lorsque les clients viennent dans nos magasins, pour eux, cette étape de conformité, elle est faite en amont par nos équipes produits. En tant que commerçant, la première chose que vous faites quand vous sélectionnez un produit, vous regardez s'il est aux normes. Donc bien évidemment, il y a le marquage qui est sur la boîte, mais il y a aussi le PV de conformité que le fabricant met à votre disposition. Donc vous avez une information sur le packaging et nous, en tant que professionnels, on va chercher de l'information auprès du fabricant pour certifier l'information qui est sur le packaging. Des contrôles effectués aux différentes étapes de commercialisation. Cela commence lorsque les jouets arrivent en France, au port du Havre par exemple. Ces mini-motos ne se retrouveront pas sous vos sapins à Noël. Arrivées de Chine,
elles n'ont pas réussi les contrôles de la douane qui ont permis de révéler de nombreuses non-conformités. À savoir des risques de brûlure importants dans cette zone qui est censée être accessible à la main de l'usager. Également des risques de pincement entre la fourche et le cadre de la mini-moto, ici. Ensuite, il y a des non-conformités secondaires, mais qui sont également dangereuses. Par exemple, le carénage qui est trop fragile et qui peut casser et donc présente des risques de coupure. Vous avez la béquille, par exemple, qui est trop fragile et qui pourrait céder assez facilement. Pourtant, on note la présence du marquage CE, censé être un gage de qualité. En réalité, celui-ci signifie simplement que le fabricant se porte garant du respect des normes. Cela n'engage que sa parole. Il réalise des tests, mais n'est pas obligé de faire appel à un laboratoire indépendant. Ces 258 mini-motos seront renvoyées à leur fournisseur en Chine, ce qui représente une perte d'argent pour lui. Si les engins avaient été mis sur le marché, c'est l'importateur qui aurait été responsable et risquait des poursuites. Il se trouve que la douane protège effectivement le consommateur, mais la douane protège également les importateurs face à ces produits en fait, qui arrivent non conformes, et l'importateur, lui, les avait commandés en toute bonne foi. Il ne pouvait pas s'imaginer que son fournisseur allait lui expédier ces motos non conformes. C'est-à-dire qu'en fait, il doit être tout importateur doit être extrêmement attentif. Lorsqu'ils sont jugés suspects, les jouets prennent la direction d'un laboratoire d'analyse commun entre les douanes et la répression des fraudes. Les jouets y passent un sale quart d'heure. Ils sont étudiés sous toutes les coutures pour vérifier qu'ils respectent bien les normes européennes qui sont appliquées dans toute l'Union depuis 2011. Ici, on vérifie que le nez de cette peluche ne se détache pas. Voilà, pendant 10 secondes, on va tirer à 90 newtons. Là, on mesure la solidité de ce téléphone premier âge. Et il y a aussi le redoutable test d'inflammabilité. La vitesse de propagation de la flamme doit être faible pour que l'enfant puisse se débarrasser de la peluche. Et là, le test est réussi? Le test est réussi, puisque comme vous l'avez vu, la vitesse de propagation est relativement lente, inférieure à 3 cm par seconde. Les contrôles sont de plus en plus poussés, notamment sur les métaux lourds. La situation s'améliore, mais il faut dire que la réglementation aussi se renforce au cours des années. Par exemple, depuis 2013, la recherche des métaux lourds s'est étendue à 19 éléments, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement sur 8. Sur 1000 jouets contrôlés l'année dernière dans ce laboratoire, 15% ont été déclarés non conformes. Nous accueillons sur ce plateau Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et ce dossier, vous le connaissez bien. Vous êtes notamment membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Alors justement, Philippe Juvin, parlons-en des consommateurs et notamment des plus jeunes d'entre eux. Est-ce que globalement, les jouets qu'ils ont en main sont sûrs? Oui, globalement, les jouets qu'ils ont en main sont sûrs, mais ils sont sûrs parce qu'on y veille. Parce qu'il y a des réglementations qui sont maintenant les mêmes partout en Europe, qui fait qu'il n'y a plus de pays où les jouets sont sûrs et d'autres pays où les jouets ne le seraient pas. C'était le cas il y a peu de temps encore? Et bien entendu, d'ailleurs, une directive, c'est-à-dire une loi européenne a été votée il y a maintenant 5 ans, qui a été appliquée dans les droits nationaux, c'est-à-dire transposée dans la loi française en 2011. Et désormais, les Français ont la même loi de protection des enfants à travers les jouets que les Allemands, que les Italiens et que les Polonais. Alors pourtant, on dit que l'Allemagne n'appliquerait pas totalement la nouvelle directive sur les jouets. C'est vrai que sur quelques éléments, les pays ne jouent pas totalement le jeu, mais globalement, on a un niveau de protection qui est le même. Il faut savoir que les jouets qui viennent en Europe, majoritairement de Chine, entrent par un certain nombre de ports essentiellement. Le Havre, on l'a vu dans le reportage, Rotterdam également. Et typiquement, si le port de Rotterdam n'a pas les mêmes règles que le port du Havre, eh bien c'est comme si nous avions des trous dans notre cuirasse. Donc il était important d'avoir les mêmes règles. La réglementation existe. En même temps, on voit bien qu'il est impossible de tout contrôler. Et quand on voit ce qu'on a eu dans ce reportage, c'est pas forcément fait pour rassurer. Comment savoir
que beaucoup de produits ne passent pas à travers les malles du figuier et ne se retrouvent pas dans les magasins. D'abord, quand on est acheteur et quand on fait la hotte du Père Noël au moment de Noël, il y a quelques questions à se poser. Tout d'abord, est-ce qu'on achète dans un endroit qui est connu, référencé, qui a bonne moralité? Je veux dire, si vous achetez un jouet à la sauvette, il ne faut pas vous étonner ensuite d'être face à des jouets qui poseront problème, soit des problèmes de sécurité. Et l'exemple typique qui n'a pas été évoqué là, c'est celui de la batterie à l'intérieur du jouet qui chauffe trop. On a connu des jouets mal organisés. Même par exemple pour les petits nounours qui parlent. Il y a des les nounours qui parlent, qui ont leur batterie qui devient très chaude rapidement parce qu'ils ne seraient pas conformes. Donc un jouet qui n'est pas conforme, il peut être dangereux. Un jouet qui n'est pas conforme, il peut être tout simplement très fragile. Et on connaît ces jouets qui, au bout de quelques jours, sont déjà fatigués. Ça témoigne que ce sont des jouets qui ne sont pas conformes. Alors comment on les repère quand on est le consommateur? D'abord, on essaye d'acheter ces jouets dans des endroits référencés, connus, parce que globalement, les grandes chaînes jouent évidemment le jeu. Elles n'ont pas intérêt à s'amuser à importer des jouets qui ne seraient pas conformes. Et puis, on se pose des trois questions de bon sens. Quand un jouet très cher vous est vendu pas cher du tout, c'est que peut-être, il y a anguille sous roche. Et donc, c'est une attitude logique qu'il faut avoir. Donc, si on respecte toutes les consignes que vous nous donnez, on peut se fier au marquage de conformité CE. On peut s'y fier parce que c'est une garantie que le jouet a répondu à un certain nombre de critères. Alors, il est vrai que de temps en temps, mais exceptionnellement, le marquage CE est battu en brèche, parce que le marquage CE, c'est un engagement moral, juridique, que prend le fabricant. Et on peut imaginer que certains ne jouent pas le jeu, on l'a vu avec les fameuses motos chinoises. En plus, il faut connaître une petite histoire. La responsabilité, c'est celle du fabricant ou elle est mixte. Le fabricant est responsable, mais l'importateur lui-même, c'est-à-dire la société française, pour simplifier, qui a acheté son jouet en Chine, est responsable. Et donc, c'est ça qui aussi protège le consommateur. C'est que si, par malheur, il arrivait quelque chose, ou si simplement le jouet était défectueux, eh bien, il n'aurait pas à écrire à une société au fin fond de la Chine, mais il pourrait s'adresser à la personne qui l'a importé en France. D'ailleurs, sur le marquage CE, il faut connaître une anecdote qui montre bien qu'il y a une vraie guerre commerciale avec la Chine. C'est que les Chinois ont inventé un label CE, comme par hasard, qui signifie China's Export. Et nous sommes en conflit avec les Chinois pour ça ou pas du tout? Nous sommes en conflit avec les Chinois pour beaucoup de choses, mais cet exemple montre bien que l'Europe ne doit pas être naïve quant à ses rapports commerciaux avec ses partenaires, en particulier la Chine. Mais pourquoi, Philippe Juvin, y a-t-il tant de jouets venus de Chine? On imagine que c'est aussi pour des raisons de prix. Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui de faire du Made in Europe pour les jouets qui représentent un marché important quand même en Europe? Alors d'abord, vous avez raison, le marché européen du jouet, c'est le premier marché du monde. Alors c'est pas rien. 27% des jouets vendus dans le monde sont vendus en Europe. Donc voilà, nous jouons beaucoup en France, en Europe, pardon, et en France en particulier. Alors, nous ne fabriquons pas, et il s'en faut beaucoup, tous les jouets qui sont commercialisés en France, mais nous avons une industrie qui les imagine. C'est-à-dire qu'un jouet, même s'il est fabriqué en Chine, parfois aura été imaginé, inventé en Europe. Ça signifie que c'est une industrie très importante pour nous. On considère que 60% des jouets vendus chaque année, en particulier au moment de Noël, sont des jouets qui ont été inventés ou réimaginés dans l'année qui a précédé. Et pourquoi ne pas les fabriquer ici? Parce que ça coûte trop cher? Eh bien, probablement parce que nous avons un coût du travail, un coût de fabrication qui est trop élevé. Et donc, l'avenir de l'Europe, c'est quoi? C'est à la fois continuer à être les premiers en imagination et en création, ce qu'on appelle le recherche et le développement. Et puis, si nous pouvions avoir une industrie qui devienne plus compétitive, c'est tout le débat que nous connaissons par exemple en France. Pourquoi en France nous avons une industrie qui n'exporte plus? C'est parce que nous avons une réglementation qui est assommante et nous tuons nos secteurs de PME. Donc il faut sauver l'industrie du jouet? En particulier, entre autres, il faut la sauver parce que c'est une industrie qui fonctionne, qui a des clients, qui est innovatrice et qui doit être protégée parce qu'elle est aussi une industrie qui crée. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, nous devons aussi avoir des règles communes de protection de la recherche et de la propriété intellectuelle. Une dernière petite question, puisqu'on parle de jouets et notamment de nouveaux matériaux qui entrent dans la composition des jouets, notamment les métaux lourds. Oui. Vous êtes médecin, Philippe Juvin. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour la santé? Qu'est-ce que c'est que les métaux lourds? Alors les métaux lourds, ce sont des produits qui sont hautement toxiques pour certains
pour le corps humain. Et les réglementations aujourd'hui européennes sont les plus protectrices du monde. Donc on peut avoir confiance. Et on peut avoir confiance parce que même quand ils existent, ils sont à des taux infiniment bas. Santé. Merci Philippe Juvin d'avoir été notre invité. Je vais signaler ce livre que vous avez écrit, Notre histoire, les 100 dates qui ont fait la nation européenne. Et si nous étions tous des enfants de l'Europe, je lis la 4e de couvre, alors s'expliquerait peut-être ce sentiment qui a toujours uni les différentes nations, celui d'appartenir à un grand tout au-delà des frontières de chacun. Expliquez-nous pourquoi avoir fait ce livre. Est-ce que le sentiment européen existe encore? Moi, je crois que le drame de l'Europe, c'est que les gens ne le voient qu'à travers des directives et des règlements compliqués. Or, l'Europe, c'est une civilisation qui a des racines qui viennent de la Grèce, qui viennent de Rome, qui viennent de la chrétienté, qui viennent des Lumières. Et ces racines, elles ne sont pas françaises, allemandes, italiennes ou polonaises, elles sont européennes. Et mes héros, les héros de l'histoire de France sont aussi les héros des histoires voisines. Donc moi, je plaide pour qu'on enseigne une histoire commune au peuple européen parce que cette histoire existe déjà. Et voilà votre première pierre en français, donc chez Jean-Claude Lattès. Vous allez le faire traduire dans d'autres langues, peut-être? J'espère, puisque c'est un livre d'histoire européen qui sera traduit en anglais, en allemand, à minima. Et ben voilà, ça peut être donc une bonne idée de cadeau sans métaux de Noël. lourds, et c'est un livre sans métaux lourds. Pas toxique. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. On se retrouve en début d'année prochaine. D'ici là, très bonne suite de programmes et merci de votre fidélité. Ciao, ciao.